this one today, perhaps because I was in Congo in 2007 and I understood well the people of Congo. So I'm looking forward to listen to these brothers and share their experiences. So please be attentive, be listeners to what they have to tell us. Write anything you need. It's worth to question afterwards and enjoy this time. It's very good to have you all here. May God bless you. Les personnes qui parlent français, je suis très heureuse de voir que c'est la troisième webinaire qu'on fait. On a déjà des personnes de l'autre côté de le monde qui c'est très bon. Je suis très heureuse pour voir mes amis du Congo de faire une présentation aujourd'hui. J'aime bien le Congo. J'étais là en 2007. J'aime bien le peuple du Congo et les amis là. Alors, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des questions, que vous pouvez pouvoir écrire et après, enfin, vous pouvez faire poser les questions. Para terminar, los hermanos de España, si hay algunos latinos, es un gran placer de vos ver, que estoy muy contento de tener nuestros hermanos de Congo para presentar sus seminarios hoy. Me gusta mucho Congo, he estado lá en 2007. Si tienes al fin preguntas, que escribe y después pueden hacer las preguntas. Gracias. So, hello, my name is Murray Nicol, and I've been asked to introduce these three colleagues of mine. I know them all, and I got to know them in Congo, actually, some years ago. We'll hear briefly from each of them and where their passions lie, and hopefully in the end, we'll all be slightly more aware of what's happening in the DRC with regards to healthcare. Dr. Blaise is a physician from Kinshasa, now living in France, just outside of Paris. He has an MBA and a PhD in clinical epidemiology. He has a particular experience in liver disease, viral hepatitis. He also directs a hospital in the Port District in Kinshasa. Go ahead, Blaise. Thank you. Merci beaucoup, Dr. Murray. Donc, je ne veux pas me présenter, vous m'avez déjà assez présenté. Merci à l'équipe de GAN. Bonjour à tous et de nous avoir accordé cette opportunité. Next, please. Donc, je travaille à la fois à la Pitié-Salpêtrière à Paris et à Kinshasa au centre hospitalier Shalom qui est à droite. Next, please. Donc, à Paris, je travaille essentiellement sur les maladies du foie, donc sur les liens entre ou les interactions entre la NASH, les diabètes, le cœur, les reins et la nutrition. Et bien sûr, j'anime avec des confrères aussi les réseaux Revepat qui prend en charge les hépatites virales et on fait des essais cliniques également. Next, please. Et donc, le centre hospitalier Shalom que je dirige a été fondé en 1986. C'était un petit dispensaire qu'on a agrandi avec le temps. C'est un centre qui est à cheval entre un quartier pauvre à gauche et un quartier riche à droite. Et donc, aujourd'hui, on a 32 lits. L'année dernière, on a enregistré 1182 accouchements. C'est un centre, on a une activité clinique en progression, tout simplement parce qu'on pratique des prix qui sont inférieurs à ce qui se fait dans la cité ou à Kinshasa. Next, please. Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser aux hépatites en RDC, j'ai été interpellé par cet article
qui a été publié dans RFI en 2013 qui disait qu'au Cameroun, près d'un quart de la population serait atteinte d'hépatite B et C. C'est énorme. J'ai cherché à avoir des données épidémiologiques. Il n'y en a pas beaucoup pour l'Afrique et moins encore pour les Congos. Mais quand vous regardez les graphiques de l'OMS qui est tout en bas, là, vous allez voir que la courbe associée aux décès liés aux hépatites sont en progression depuis l'année 2000, alors que les décès associés au VIH étaient en diminution depuis 2005. Et quand les deux courbes se croisent, c'est quasiment en 2012, le nouveau traitement pour l'hépatite C est arrivé sur le marché. Mais cela n'a pas changé grand-chose parce que ces traitements coûtent cher. La plupart des patients n'ont pas accès à ces traitements en Afrique et en Asie. Et puis, il y a un réservoir des hépatites B qui ne sont pas encore épongées. Next, please. Alors, nous, à Shalom, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé 456 femmes dans leur deuxième trimestre de grossesse. Et donc, on a trouvé 149 femmes avaient une sérologie positive à l'hépatite B. Sans surprise, 96% de ces femmes découvraient leur sérologie pour la première fois, alors que 43 d'entre elles avaient déjà donné naissance avant. Ces problèmes, cette étude a eu plusieurs limitations parce qu'on n'a pas pu faire la quantification de la charge virale, on n'a pas proposé des traitements, on n'a pas donné de vaccin, on ne pouvait même pas intervenir pour limiter la transmission mère-enfant avec des immunoglobulines. L'autre problème des maladies du foie au Congo, c'est aussi la progression de ce phénomène des liqueurs à 70% low cost qui se vend partout dans les quartiers pauvres parce que ça se fabrique dans les quartiers pauvres. Alors, vous vous imaginez sur un terrain où il y a des hépatites virales, on associe l'alcool, c'est que ça peut faire. Next, please. Alors, je vous amène maintenant sur l'autre champ d'activité dans lequel je travaille au Congo, c'est la malnutrition. Alors, je vais peut-être choquer les gens, mais en fait, pour moi, la deuxième guerre du Congo, c'est la malnutrition. Les enfants y tombent, les adultes y tombent par des centaines, mais en fait, on ne sait pas le quantifier, on ne sait pas faire la publicité là-dessus. Je ne vais pas vous parler des conséquences de la malnutrition sur la santé, je vais parler plutôt comment nous, on a voulu répondre à ces problématiques. Quand vous lisez Marc chapitre 6, le verset 37 dans l'Évangile, Jésus, après avoir enseigné la foule, il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Nous pensons que le contexte théologique de ces versets prend en compte l'aspect physique et spirituel. Et cela nous a interpellés. Next, please. Nous avons pensé que la permaculture serait une réponse pour la nutrition, pour la malnutrition. Alors, la permaculture, c'est tout simplement une agriculture qui respecte l'environnement et qui fait appel à la rotation des cultures. Donc, le centre hospitalier Shalom a acquis 20 hectares de terrain. La production qui sort de ces 20 hectares permet d'offrir un repas ambulatoire aux enfants qui ont une malnutrition sévère, permet à offrir au moins un repas par jour aux femmes qui sont hospitalisées à la maternité. Et la vente de ces produits nous permet aussi de nous réapprovisionner des médicaments. Et bien sûr, la population bénéficie de cette activité parce que nous avons pu embaucher 2 ingénieurs et les femmes qui vendent font des bénéfices
pour nourrir leur famille. Next, please. Là, vous avez une idée sur la récolte de ce qu'on fait. Next, please. Ici, je vous amène dans le périurbain. On est près de l'aéroport de Kinshasa. À droite, vous avez des gens qui ont perdu leur maison à cause des pluies torrentielles qui ont emporté et des maisons et des vies humaines. Alors, les autorités ont décidé de donner de nouveaux terrains à ceux qui ont perdu des maisons. C'est à gauche ici. Ça veut dire un grand quartier qui s'est construit là. Et dans ces grands quartiers, il n'y a pas de route asphaltée, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a même pas un dispensaire. Aujourd'hui, c'est une population de 6 000 habitants qui est là. Demain, après 2 ans, ça serait 8 000 habitants. Nous avons été contactés par la municipalité et les autorités des associations des sinistrés qui nous ont proposé un terrain qui est tout en haut à gauche pour pouvoir reproduire ou mettre en place un centre de santé des modèles de Shalom. Donc, c'est un projet qui est en cours. Je dois trouver encore des financements, des moyens pour pouvoir lancer ce projet. Next, please. Ici, je vous fais voyager dans la province de Kwango. On est dans le milieu rural. La province de Kwango, c'est une province qui est assez pauvre de la RDC. Il n'y a pas de l'or, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de coltan, il n'y a pas de cobalt. Mais il y a des populations qui vivent en agglomération. Pour certaines agglomérations, il faut faire 40 km pour aller chercher 2 comprimés de paracétamol ou rejoindre un dispensaire. Et cette agglomération de Ngengi a une particularité parce qu'elle regroupe 9 villages, à peu près 800 familles, et il n'y a rien dedans. Et nous avons décidé, next please, de pouvoir construire un dispensaire. Shalom met $150 par mois. Moi et ma famille, nous mettons $200 et nous avons commencé les fondations pour un dispensaire qui peut permettre à ces 9 villages de pouvoir avoir des soins de santé. L'autre alternative qu'on avait, c'est de réhabiliter ces dispensaires dont vous voyez des photos, qui est à 40 km, mais ça ne résout pas les problèmes de marche de 40 km pour arriver à ces centres de santé. Next, please. Ça prendra du temps, mais on va finir par avoir un petit dispensaire. En conclusion, pour terminer, la maladie du foie au Congo, c'est comme cet animal qui dort là. C'est une maladie silencieuse, ça dort, un jour ça va se réveiller, ça va faire très mal en termes de mortalité et de morbidité. La RDC est devenue le premier pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dans la malnutrition infantile. Ça a été déclaré l'année dernière, au mois d'août dernier, par l'UNICEF. L'accès aux soins, c'est vraiment un problème pour les gens qui sont pauvres au Congo, et il y en a beaucoup. Alors, les leçons que moi je tire de cette expérience. La première leçon, les initiatives privées doivent être encouragées pour améliorer les systèmes de soins et pour permettre l'accès aux soins parce que le secteur public a montré ses limites. La solidarité, deuxième leçon, la solidarité doit être encouragée pour lutter contre cette crise. Pas seulement la solidarité internationale, mais nationale entre associations, entre structures de santé. Troisième leçon, il faut développer plusieurs stratégies pour permettre aux centres qui sont implantés dans des quartiers pauvres, des communes pauvres, pour continuer à offrir des soins standards ou de qualité à l'absence de toute subvention. Quatrième leçon, la mortalité et la violence restent un problème pour la RDC. Et enfin, pour terminer, nous avons aussi vu une population qui a soif de Dieu,
qui aiment Dieu, qui louent Dieu malgré les difficultés et la souffrance. Je vous remercie en tout cas. Thank you, Dr. Blaise, for that presentation. And in the interest of time, I'm going to go straight into our next presentation. Please write some questions down or some comments down for Dr. Blaise's presentation. The next presenter is Dr. Delphin Kapasa. He's a physician with a master's in public health. He established a clinic in a very poor neighborhood in Kinshasa, where he's encouraged a holistic approach to healthcare. So go ahead, Dr. Kapasa. Bonjour, chers amis. Est-ce que tout le monde, est-ce qu'on me... OK. Bonjour à tous. Moi, c'est Dr. Kapasa, tel que présenté. Nous allons ici parler brièvement de l'accessibilité aux soins de santé primaires en milieu périurbain, et notamment dans notre communauté Kanluka, ici à Kinshasa. Next, dia. OK. Alors, l'accessibilité aux soins de santé primaires, dans le bref aperçu, nous allons parler un peu, vous montrer un peu une image de notre quartier, et nous allons parler des concepts de soins de santé primaires, quelques indicateurs. Là, nous allons passer parce que notre confrère Dr. Bewa pourra en parler en long et en large. Le contexte de ces quartiers avant Covid, après Covid et la conclusion. Next. Alors, comme vous pouvez constater, le Kanluka est une grande agglomération de plus de 180 000 habitants et parmi les plus pauvres, défavorisés de la ville-province de Kinshasa. On note une densité de la population très importante avec une promiscuité favorisant un mal-être généralisé. Excuse me, Dr. Kapasa, un moment, are we seeing the presentation, the PowerPoint slides? Yes, Murray, we can see it. Okay, I think it's not on everyone's screen, but go ahead then. Sorry, go ahead, Dr. Kapasa, continue. Allô? Yes, we hear you. Ah, d'accord, merci. Oui, nous disons, je disais que notre communauté est l'une des plus peuplées de la ville-province de Kinshasa, avec environ plus de 180 000 habitants, parmi les plus pauvres également, avec une forte densité de la population et une promiscuité favorisant un mal-être généralisé. On note également une insuffisance en services sociaux de base, notamment l'eau potable, qui manque de manière assez criante. Next. Alors, une fois encore, les indicateurs de santé seront à long et à large abordés par notre collègue Dr. Bewa, mais nous pouvons simplement dire que le taux de mortalité néonatale pour la RDC est de 28 sur 1000 naissances vivantes, ce qui reste un taux relativement très élevé, parmi les plus élevés par rapport à d'autres pays. Next slide.
Voilà, et c'est cette eau dont je faisais référence. Next. Alors, le contexte de soins de santé primaires dans des zones périurbaines souffre de manque d'une politique publique en matière notamment d'éducation, de santé, d'infrastructures. On note des infrastructures qui sont obsolètes, non adaptées, pourvues de matériel de soins et de diagnostics, un manque d'assainissement de l'environnement et de développement socio-économique, un manque de personnel soignant, un personnel insuffisant, peu ou pas qualifié pour assurer le soin de santé nécessaire aux malades. Next. Alors, après avoir été témoin de plusieurs des inégalités dans le soin de santé primaire, comme l'a soulevé un peu Dr Blaise, où il y a une différence entre ces quartiers qui sont très pauvres et dépourvus et d'autres quartiers qui ont des infrastructures adaptées. Et nous avons été touchés par cette situation et au sortir de notre formation en tant que chrétiens, nous nous sommes sentis responsables d'offrir également le soin à cette population qui était complètement exclue du système de soins de santé en organisant un petit dispensaire au départ. Et ça, c'est une situation très améliorée qui est intervenue plus tard. Et aussi, nous nous sommes rendus compte qu'il ne s'agissait pas seulement bien que cela se présente avec beaucoup d'acuité, mais aussi, ce qu'on peut revenir à la dia précédente, mais aussi qu'il était question aussi d'un manque d'instruction de la population, d'une pauvreté criante et d'une insalubrité et des besoins également de connaître le Seigneur. Et c'est dans cette optique-là que nous nous sommes engagés à œuvrer dans cette communauté en assurant le soin curatif, le soin préventif, mais également en nous investissant dans l'éducation, l'instruction de la population, mais aussi le développement communautaire, mais aussi en présentant l'Évangile d'une façon intégrée de soins et une façon holistique de prise en charge de la population. Next. Alors, la situation où le contexte dans lequel ces zones sont abandonnées par manque de politique nationale pour ces zones a comme effet immédiat, notamment l'inaccessibilité aux soins de santé primaire. Beaucoup de malades, des millions de populations sont privés d'accès aux soins, mais il y a aussi un manque d'eau potable, des problèmes de malnutrition tels que cela a été décrit aussi par mon prédécesseur, une hygiène défectueuse. Et là, l'OMS, en 2017, a publié des études qui montrent que des millions de personnes ne disposent toujours pas de toilettes. Et c'est le cas malheureusement pour notre communauté. Et il y a corrélation entre le manque d'assainissement et la transmission de maladies telles que le choléra, l'hépatite, la fièvre typhoïde, la poliomyélite et le retard de croissance. Next.
Alors, le contexte actuel de zones de santé défavorisées sont marqués par l'aggravation d'une situation déjà précaire et l'Afrique souffre aujourd'hui plus de la crise économique à cause de certaines mesures de lutte contre la COVID-19, telles que le confinement qui a été décrété dans plusieurs pays et notamment le système de santé en paye le lourd tribut. Il y a une augmentation de taux de malnutrition qui touche, selon l'OMS, 13 millions, dont 5 millions d'enfants souffrant de riz urbaine sont celles qui ont arrivé. L'impréparation du personnel et des structures sanitaires à prendre en charge les nouvelles épidémies, à l'instar de la COVID-19, la méfiance de la population à fréquenter les structures de santé au motif de se faire contaminer, privant celles-ci de leur unique source de financement, l'arrivée tardive de malades dans les structures de soins, l'automédication et le recours à la médecine traditionnelle et ou à des médicaments douteux. On note également un déni de la maladie à coronavirus, la peur de se faire vacciner contre le coronavirus, une peur alimentée par les anti-vaccins qui envahissent les réseaux sociaux. Next. Alors, malgré le contexte très sombre que nous avons décrit si haut, on note une certaine résilience du personnel soignant en cette période de COVID. Et là, c'est une image d'un ami médecin qui travaille dans une zone très difficile d'accès pour pouvoir opérer ce malade. Il est obligé de stériliser quelques matériels dans une casserole, il met le feu et pour pouvoir sauver des vies humaines. Et ces images sont réelles et en cette période moderne, c'est aussi montre ce que dit la parole de Dieu, que la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. De Corinthiens, chapitre 8, verset 12. Donc, les gens travaillent en essayant d'utiliser tout le moyen qui se présente en leurs mains pour pouvoir apporter les soulagements. Next. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir en conclusion? Les zones qui par ou peu d'attention des soins de santé primaire, quelques particuliers eux-mêmes très limités, suivant. Les infrastructures sanitaires manquent de tout, avec un personnel peu ou pas du tout qualifié, mal rémunéré. La COVID-19 est venue aggraver les conditions de travail et d'accès aux soins pour une population déjà pauvre. On note une forte résilience du personnel soignant qui essaie d'assurer la prise en charge de malades, parfois sans équipement de protection individuelle, masques, gants, désinfectants, etc. En tant que chrétiens anabaptistes, nous sommes appelés à répondre aux besoins de justice et d'équité sociale en matière de soins de santé primaire. Contribuer tant soit peu à l'accessibilité aux soins des plus démunis en agissant de façon intégrée, holistique, sur les déterminants de la santé à travers, bien entendu, l'éducation pour la santé, la prévention,
la promotion de la santé, le développement communautaire. Nous louons donc des forums qui facilitent ces échanges et la possibilité de travailler ensemble dans le sens de réduire les inégalités en santé. Voilà ce qui a été prévu pour votre communication. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Nous restons à votre écoute pour répondre à vos préoccupations. Thanks a lot, Dr. Kapasa. Dr. Bewa, are you connected? So unfortunately, our third presenter is not connected. This is a problem in Congo, as we all know, connection problems. Dr. Bewa is often traveling. He works in different areas of the country and also in Congo, Brazzaville, north of the river from Kinshasa. And he has a vast amount of experience in public health, but unfortunately, we will not be hearing from him, it looks like, today. One of the issues we have with connection. Okay, so I'm not sure, people, if you have some questions, the floor is open for questions. I have a question of my own, and that is that all of you have, Anabaptist connections of one sort or another. And I'm just kind of wondering, how does your, if I can say, Anabaptist connection or mindset influence your approach to healthcare in a country that has a paucity of resources, has a resource problem, and not only financial, but even people, skills, and so on. How does your Anabaptist faith speak into that? How does that influence your approach? Either of you can take that on, or both. Docteur Delphin, vous voulez commencer ou bien moi je commence? Otherwise, I will start. Si je peux commencer à une place, c'est une foi qui est basée sur l'amour et le partage. Et l'amour est essentiel dans tout ce que nous faisons. Et nous ne pouvons vraiment pas nous dire que nous sommes au départ chrétiens et avec la philosophie anabaptiste de partage, de communion fraternelle et vivre pour soi-même, vivre sans tenir compte des autres, sans tenir compte de celui qui est à côté de vous et qui souffre. Et la communauté dans laquelle je travaille est un exemple pour moi-même parce que j'ai grandi dans un quartier à côté de cette communauté et j'ai eu une vie moyenne où je ne manquais pas du tout de besoins élémentaires. Mais c'était difficile de constater qu'à côté de nous, dans une communauté, il y avait des enfants qui mouraient tous les jours. Et je voyais des mères qui passaient avec des enfants malades qu'ils portaient avec eux pour aller chercher un centre de santé et qui dépassait une grande clinique. Mary connaît cette clinique moderne à côté de chez moi, mais ils ne pouvaient pas avoir accès à amener leurs enfants dans cette clinique. Et scandaleusement, ça peut vous scandaliser, quelque temps après, je voyais ces femmes rentrer chez eux, mais non plus avec un enfant vivant, mais avec un enfant décédé, parce qu'on ne pouvait pas le sauver dans une clinique qui était à côté, parce que ses parents n'avaient pas de moyens. Et ça ne pouvait pas nous laisser indifférents.
et ça nous a poussé d'aller nous investir dans cette communauté. Et nous avons commencé sans moyens, avec un petit microscope Mary Connect. Toute l'histoire monoculaire qu'on mettait à une petite fenêtre pour bénéficier de la dans une pièce de 4 mètres carrés, comme un petit dispensaire. Donc, on peut partager ce qu'on a et avec beaucoup d'amour, beaucoup d'engagement, sans pour autant attendre des moyens extérieurs et tout ça. Nous pouvons nous unir pour partager, veiller à la. Thanks, Delphin. Blaise, do you have something to add? Yeah, I will be very brief. Juste dire que moi, la question que je me pose, c'était si Jésus était à ma place, comment Jésus réagirait? C'est ça, en fait, la grande question que je me suis posée. Mais il y a vraiment un vrai problème. Ça nous touche, ça nous confronte à la parole de Dieu. Est-ce que j'ai de l'amour? Est-ce que j'ai appris la science pour le mettre au profit des autres? Ça, c'est des bonnes questions. Est-ce que ce que je fais devant Dieu et devant les hommes, c'est ce que je devais faire? C'est des questions que je me pose. Mais en tout cas, on a décidé de travailler dans ces milieux où personne ne veut y aller. On a décidé de mettre la main dans ces milieux où les gens ont besoin de nous. On pense que vraiment, c'est là que Dieu nous attend. Alors, pourquoi moi, je suis vraiment intéressé par ces problèmes d'accès des soins? C'est tout simplement, n'oubliez pas, nous, les anabaptistes, à un moment donné, on a laissé les systèmes de soins, surtout au Congo, par les catholiques. Les grands hôpitaux au milieu rural ont été gérés par les catholiques, mais ces modèles de gestion aujourd'hui ne marchent plus. Quand vous allez dans les hôpitaux gérés par les catholiques, il n'y a plus grand-chose, il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Donc, c'est pour cela que je pense que c'est aussi le temps, peut-être nous, de pouvoir trousser nos manches pour pouvoir aller dans ces milieux-là. En tout cas, avec la grâce de Dieu, on va y arriver. Merci beaucoup. Thank you, Blaise. Okay, there was another question here with regards to, it's a very large question, but you may want to make, you may have a comment on it. What are the strong points of the Congolese health system, and what are the weaknesses? What are the strengths? What are the weaknesses of the Congolese health system? Is there any way you can maybe say that in sort of a brief state? How would you categorize weaknesses and strengths briefly? Docteur Delphin, vous commencez. Le système, ouais, ok. Le système de santé congolais, il est comme point fort, il est organisé et ça, je crois que le docteur Bewa devait en parler en long et en large. C'est de ça qu'il s'agissait aussi. Et donc, il y a une certaine organisation au niveau national, au niveau provincial et au niveau opérationnel. Et les bonnes intentions du pouvoir sont là, mais seulement le point faible reste d'abord et avant tout l'économie du pays. L'économie du pays qui est en mal avec les interminables guerres et conflits armés que nous connaissons,
les instabilités, l'instabilité politique et également le manque de moyens, mais aussi le problème d'utilisation de ces moyens, l'affectation de ces moyens, les détournements de finances. Ça, ce sont les mots qui rongent l'État et dont le système de santé souffre. Mais le point fort, c'est en fait la résilience du personnel qui ne baisse pas le bras et qui continue à travailler malgré les conditions difficiles. Donc, il y a l'inaccessibilité de plusieurs millions de personnes aux soins de santé primaires qui, du coup, est un droit et pour tous et pour tous. Merci beaucoup, docteur Delphin. Je vais juste rajouter 2 points ou 3. L'organisation de système de santé est vraiment parfait. C'est très bien. On voit bien les zones de santé, on voit bien des structures, c'est bien fait. Mais cette organisation souffre d'un problème de politique. Ça veut dire un centre de santé, ce n'est pas vous le installez, vous le laissez. Il n'y a jamais eu de subvention. L'affectation de matériel ni de biens n'est pas équitable. Ça, c'est un problème donc lié aussi à ces problèmes de corruption, à beaucoup de choses. Mais on voit une personnel qui est vraiment sincère, qui est attaché dans les services malgré les difficultés, et ça, on apprécie beaucoup. Mais le problème de santé, ça va aussi avec les problèmes de la stabilité politique du pays. Ça veut dire la crise économique a eu des répercussions sur la crise de santé, ce qui fait que ça devient multidimensionnel. Aujourd'hui, le budget que l'État consacre pour la santé au Congo, c'est très insignifiant. Aujourd'hui, moi, en tant que clinicien, je peux avoir de bons traitements pour soigner des gens qui ont des problèmes de diabète, de l'hypertension. J'aurais du mal à les soigner parce qu'à la cité, les gens ne mangent pas. Il y a un problème de malnutrition, ça affecte les problèmes de santé. Donc, tous ces problèmes de crise multidimensionnelle font que même le système de santé reçoit un coup là-dessus. Donc, maintenant, il faut peut-être répartir avec les bases qui sont posées gauche à droite pour remonter petit à petit. Merci beaucoup. Thanks for those comments. There is another question that came up here asking about finance. How do you finance your clinics? Delphin, of course, you work right in Kinshasa. Blaise, you also are supporting a clinic outside of Kinshasa. How do you recover costs? How do you pay for personnel and medicines and so on? How do you achieve financial independence? And this comes from someone with experience in Benin, where they have an experience where they recover costs through sales on, pharmaceutical sales, and also doing some services for more a richer population. Do you have any comments? Delphin, go first there and last, please. Merci à mon ami Daniel pour cette question. Et ça, c'est vraiment une question importante. Au Bénin, je suis content de voir qu'il y a des personnes d'un certain niveau qui viennent, qui apportent un peu plus. Mais la situation dans laquelle nous nous trouvons, surtout dans notre communauté, elle est quasiment, c'est une question, c'est vraiment difficile. Alors,
nous continuons à croire que dans chaque communauté, on peut trouver toujours quelques solutions, quelques ressources. Et c'est comme ça que nous pensons que, compte tenu du fait que la population est vraiment pauvre, qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à cet aspect curatif de soins. Mais il faut instruire la population, éduquer la population, mais également regarder comment répondre à d'autres besoins de la population, notamment en matière de développement communautaire. Et si la population peut pouvoir se développer, le jeune apprendre un petit métier, les femmes être mobilisées dans quelques activités des ventes, et elle peut arriver à répondre tant soit peu aux frais de soins de santé de leurs enfants. Ce qui est vrai, c'est qu'au Congo, ce qui est malheureux aussi, lorsque une famille, un enfant est malade, quand on va à l'hôpital, on doit payer tout, de la petite compresse jusqu'à la propre aiguille qui doit être utilisée pour avoir le médicament. Et donc, si même la poche de sang et tout, et si on n'a pas le moyen, c'est vraiment difficile. Alors, donc, dans notre approche, c'est essayer de Alors, je vais peut-être prendre les relais, docteur Delphin. Et maman. OK. On va voir César. Rendre responsable la communauté avec des activités. Il y a les programmes que nous essayons là pour que les jeunes filles comme garçons apprennent de métiers. Et donc, c'est dans ce sens-là. Pardonnez-moi d'avoir été un peu plus long, mais je dis aussi que le recette, le maigre revenu qui sont payés sont bien utilisés. Et à la fin, nous voyons comment entretenir le bâtiment, mais également comment partager de maigres revenus avec tout le monde et selon que cela arrive mensuellement. Et donc, nous restons dans la communauté de manière pérenne, sans chercher de moyens qui sont au-delà de la capacité de les mobiliser. Merci beaucoup, Daniel. Donc, moi, je vais rester sur ce qu'on a expérimenté à Shalom. Merci beaucoup, docteur Delphin. C'est très important ce que vous venez de dire. C'est vraiment important, c'est la réalité. À Shalom, nous avons pensé déjà, première chose, d'avoir qu'il y ait des médecins et des infirmiers qui ne viennent pas chercher à avoir l'argent, qui viennent travailler parce qu'ils ont un cœur de pouvoir travailler pour le peuple de Dieu. Bien sûr, il faut manger, mais en tout cas, on a fait un effort de pouvoir trouver des personnels qui viennent d'abord pour servir. Nous avons pensé pour compenser ces déficits au niveau finance. On a mis en place des chambres particulières à Shalom, à l'étage, où ceux qui ont un peu plus de moyens, ils pensent qu'ils peuvent venir avoir des soins de qualité chez nous. On leur taxe un peu plus. On fait une espèce de péréquation. Ça veut dire les femmes qui sont pauvres, qui viennent des quartiers pauvres, ils viennent accoucher pour $30. Et même des fois, ils ont du mal à payer les $30. Ceux qui viennent des quartiers riches, qui ont des moyens, on leur fait payer $80, ce qui permet en fait de compenser celle qui n'a pas pu payer les $30. On essaye un peu de faire ça pour toute l'activité. Par exemple, des interventions chirurgicales, on les propose à ceux qui viennent des quartiers pauvres pour $80 ou $100. Pour ceux qui viennent des quartiers riches, on leur dit, faites un effort
payez-nous 200, 250 $ pour cette intervention, parce que si cette personne allait dans un centre public ou privé, il allait payer 500, 600 $. Et donc, cette façon-là nous permet de compenser et de continuer à activer. L'autre chose qu'on a mis en place à Shalom, c'est une espèce de mutuelle. On dit à ces familles pauvres, si vous avez 1000 francs, 2000 francs, venez les déposer dans une espèce de caisse de mutuelle. Les jours que vous êtes malade et que vous n'avez pas l'argent, ben, nous, à Shalom, on vous soigne quand même sur ces petits comptes de mutuelle. Et ça marche très bien. Les femmes qui sont enceintes, pendant 6 mois de grossesse, ils viennent déposer 5 000 francs, 3 000 francs, 4 000 francs. Ce qui veut dire que les jours qu'elle va accoucher, si elle n'a pas les 30 $, elle a 20 $ ou 25 $ ou 22 $, ben nous, on la fait sortir. Donc, on essaye un peu de faire ça. Et là, avec la permaculture, ça nous permet maintenant de pouvoir avoir des revenus un peu plus pour pouvoir nous réapprovisionner des médicaments et continuer à offrir des soins de qualité à cette population. Donc, on a pensé que la permaculture ou l'activité annexe à côté doit être pour nous vraiment un moyen de pouvoir continuer. Je vous remercie. Thanks a lot, Dr. Gutala. Another question with regards to medicine. Where do you get your medicine? Do you have access to the essential medications as listed on the World Health Organization recommendations? Where do you get your medicine? Delphin, go ahead and start. Les médicaments essentiels sont vendus dans des dépôts pharmaceutiques en ville et nous nous rabattons à cela. Nous avons petites officines au sein de la clinique et nous achetons ces médicaments, nous les mettons là pendant nous veillons à ce que ça soit acheté par nous-mêmes et donné, prescrit par nous-mêmes parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons dans ce qui est présenté. Et donc, ils sont disponibles et ça, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Oui, effectivement, le médicament, il y en a sur le marché. À Kinshasa, on peut facilement en procurer. Bon, ça nécessite un peu plus d'argent. Alors, moi, je fais le choix d'importer certains produits que je considère de première nécessité à partir de la France ou la Belgique. Ça coûte très cher, mais parfois, ça me permet, par exemple, de faire des interventions chirurgicales dans de bonnes conditions, d'avoir des matériels dans de bonnes conditions. Mais la plupart des médicaments, nous l'achetons en fait sur le marché pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Mais en tout cas, on a la possibilité de l'importer aussi, même si ça représente un coût. Mais de temps en temps, il y a certaines choses que j'importe qu'on ne trouve pas d'ailleurs dans le marché à Kinshasa. Okay, another question with regards to psychological support. Dr. Kapasa, in your neighborhood, I'm sure there's a lot of issues, a very poor population. How do you support people on a more psychological and spiritual level? Oui, oui. Voilà, donc ça c'est une question essentielle. La plupart de personnes qui viennent à l'hôpital, ils ont des problèmes de santé, mais ils ont au-delà de ce problème de santé beaucoup d'autres problèmes, beaucoup de vulnérabilité.
Et donc, c'est des gens soit qui n'ont pas mangé et qui n'ont pas d'emploi et qui ne savent pas même quand ils sont pris en charge comment est-ce que ils vont s'en sortir. Et c'est des gens qui ont des problèmes également en famille. Et donc, notre foi en tant que chrétien joue un rôle essentiel. Et donc, quand ils viennent, nous le prenons en charge en tant que médecin pour apporter le soin nécessaire, mais également parlons avec eux pour essayer de les remonter sur le plan psychologique et les conduire à avoir une paix qui vient du Seigneur. Donc, l'intégration de notre ministère en tant que chrétien, en tant qu'anabaptiste, est un atout majeur dans la prise en charge de malades qui nous arrivent. Il y a une succession de vulnérabilités et de problèmes qu'ils posent. Okay, I just heard that Dr. Bewa has joined us. Unfortunately, we're about to close, Dr. Bewa. However, I want to give you maybe a chance to say a few things, maybe just a few minutes. You won't be able to do your whole presentation, but maybe just give us a brief snapshot. Are you getting the French translation? Bonjour tout le monde, excusez-moi, j'ai un problème de connexion, donc voilà. Je vous rejoins et je salue tout le monde. Dr. Bewa, where are you now? Je suis dans ma chambre, chez moi à la maison. In Kinshasa now? Or? Yes, je suis rentré à Kinshasa. Okay. And were you just in Lumumbashi? You just arrived back from Lumumbashi? I left Lubumbashi on last Le connexion n'est pas bon. Mais je vais aller en audio seulement. okay, so we briefly saw Dr. Bewa, and that was great. Dr. Bewa, of course, is very much involved in public health across the country. Like we said before, has a vast amount of experience. We actually both were in my last year of medical school, and I think it was his last year too. We were in Kijiji in southern Congo together, doing practicing surgery down there. That was quite an experience. Anyway, I think perhaps on that note, I know that we're coming to an end here. I don't know, perhaps there's just one more question out there that perhaps we can entertain. Maybe here's a question. Just I saw now. If you had $1,000, what would you address with that $1,000? What is the primary priority that you would address with that $1,000? Dr. Delphin, you can start. I will finish. Dr. Delphin, say something. Oui, hein, mais c'est
C'est des défis. Docteur Blaise, lui, il est en France et avec beaucoup d'héros, c'est plus facile de répondre. Bon, voilà. En fait, s'il y a, je blague en fait. Si nous avons $1000, en ce qui nous concerne, il y a des priorités. Il y a les médicaments qu'il faut avoir, mais aussi, il y a plusieurs malades qui nous viennent, de femmes qui nous viennent qui n'ont absolument rien. Ça veut dire que parfois, il faut payer pour acheter une poche de sang pour un enfant qui est en train de partir. Et si vous n'intervenez pas, cette personne va partir. Il y a des urgences importantes pour lesquelles il faut toujours avoir un peu d'argent pour intervenir en cas d'urgence. Et donc, le plus important, c'est que nous puissions avoir un minimum de médicaments sur place à la portée pour intervenir pour le besoin pour sauver des vies. Beaucoup des enfants avec des cas de malaria sévère, avec l'anémie, la convulsion, il faut pouvoir agir vite et à temps. Et donc, il faut avoir en sa disposition les moyens nécessaires, les médicaments pour pouvoir agir en attendant une intervention de parents. Voilà un peu. Alors, OK. Dr. Pitala. Moi, si j'ai $1000, c'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai fait beaucoup de choses avec $1000. D'ailleurs, si j'ai $100, c'est déjà parfait parce que je peux faire beaucoup de choses avec $100. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si j'arrive aujourd'hui à cultiver 1 hectare de légumes ou des légumes ou de produits agricoles, ça permet de nourrir au moins, croyez-moi, au moins 6 familles au Congo. Et ça me permet, moi, de pouvoir répondre aux besoins de ceux qui sont en malnutrition sévère, leur offrir au moins un repas par semaine et de pouvoir continuer mon activité clinique. Donc, pour moi, $1000, c'est extrêmement important. Souvenez-vous, dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure, on est en train de construire un dispensaire pour permettre à 800 familles, 9 villages d'avoir des soins de santé pour $150 par mois qui viennent de Shalom et $200 qui viennent de ma famille. Donc, $1000 pour moi, c'est beaucoup d'argent pour faire beaucoup de choses. Merci beaucoup, Ron. OK, Dr. Bewa, est-ce que vous voulez répondre à ces questions aussi? Je crois que vous êtes là. Oui, vous dites, quelle est la question? Les priorités. Si quelqu'un a donné $1000 pour quelque chose, qu'est-ce que vous voulez avec ces $1000? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces $1000? Bon, contrairement aux collègues, nous, on gère un projet de 500 millions. Donc, ça fait, avec un per capita de $3 par habitant, donc c'est par rapport à l'échelle, c'est assez délicat pour moi de répondre. Mais compte tenu de la précarité dans laquelle on se trouve le pays, mais je crois que déjà avec $1000, on peut doter un centre de santé en équipement basique. Pour moi, c'est déjà beaucoup et en médicaments essentiels. Okay. On that note, I'm going to conclude this questioning period, and we're going to conclude the meeting. I just want to comment one thing, and that is that we are wanting to encourage a network of support for one another in the healthcare community. And that is why we are here. We are hearing from Congo. We want to hear from different countries, and we want to support one another in healthcare. And hopefully,
Your participation today, Dr. Bewa, Dr. Kutala, and Dr. Kapasa, has made us more aware and hopefully closer together as a community. So on that note, I will pass the mic on to, is it Rolando or is it Jose that's taking on the mic? I'll let you decide. I think that Rick Stephanie is going to make an announcement and then he'll pass it on to Jose. Okay. Thank you very much. And thank you, brothers, for your contribution this morning. Our next session will be on Saturday, June 19 at the same time, 9:30 Eastern Standard or 9:30 New York time. And in that session, June 19, we're going to have two individuals reflect a little bit more on their own personal faith, how their Anabaptist Christian faith and values have shaped their decisions about vocation or professional practice. They'll tell their stories briefly, and then we'll move into some smaller group conversations where we can get a little bit better acquainted with each other. So the next session will be just an opportunity to build some friendships among each other as we try to keep building a global health network. So we look forward to that time together in June. Okay, well, thank you, Rick, for sharing the next meeting we're going to have. It's going to be exciting again, of course, and it's good. We hope that all of you can come. And if you have friends that you want to broadcast this wonderful time where we can listen to each other, please do. Please, we're going to share the link so you can share to other friends or say, oh, I have a friend that is also on the healthcare. Perhaps you like it. And that will be good. I want to thank Murray for also being the moderator for this, and also our brothers from Congo that they gave an inspiring picture and slides about what's going on over there, and also those that live in France. And I want to finish with a prayer that God be with you, protect you, give you health. For those that still need to get vaccination, I'm going to put all of that in my words to finish. Okay, let's pray. Dear Lord, we want to thank you for this wonderful time together where we have friends from all over the world, from all the four corners of the continent. It was really good to listen to our brothers from Congo and to understand a little bit the realities that sometimes we are way too far away and we don't really understand that until we can listen by their words, their stories. I pray for each of us that were here and also for the ones that couldn't be here. I pray that you protect them. I pray that they stay safe, they stay healthy. I pray that the vaccinations keeps going on all the countries that we have, and especially in our global south that is going not so good. And also Africa, India, South America, especially Brazil. I pray that you also intervene and open the minds and open the hearts for those that have too many vaccines that could share with the ones that don't have so many. I wish and I pray that we have a wonderful, blessing weekend and looking forward for the next seminar. In Jesus' name I pray, amen.